Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Marguerite de Taverneau, qui est directrice des investissements chez Cathay Innovation. Elle est basée à Paris et elle est aussi spécialisée dans le Web3 via le fonds d'investissement Ledger Cathay Capital. Comment vas-tu, Marguerite? Hello Jean, merci beaucoup de me recevoir, tout va bien. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on essayait de t'avoir. On a réussi à caler cette interview. On sait que tu es très demandé, que tu cours partout, que c'est vraiment la course de ton côté. Donc, c'est vraiment un plaisir. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux te présenter un petit peu qui est Marguerite, d'où tu viens, comment tu es arrivé sur le secteur du Web3, parce qu'on sait que c'est quand même pas un secteur que tout le monde prend dans un premier temps. Est-ce que c'est via l'investissement ou autre? Oui, bien On sûr. t'écoute. Déjà, un grand merci de m'accueillir sur ce podcast. J'ai toujours adoré cette plateforme, j'ai beaucoup aimé vos interviews précédentes, donc je suis très honorée de faire partie des invités. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Marguerite de Taverneau, je travaille en effet chez Cathay Innovation en me spécialisant sur le fonds Ledger Cathay dont on va parler dans quelques minutes. Et sur comment je suis arrivée dans le Web3. En fait, j'étais déjà investisseur en capital risque, spécialisée dans le early stage. Donc, j'ai travaillé à Berlin dans 2 fonds de capital risque. Le premier s'appelle Headline, qui s'appelait eVentures avant. Et ensuite, j'ai passé quelques années chez Cherry Ventures. On a investi, enfin, chez Cherry et Headline, j'investissais en tech à travers différents secteurs de la tech, en pré-seed, seed et série A. Et en fait, petit à petit, je me suis familiarisée avec le Web3. D'abord, en fait, dans mon premier job, il y a très longtemps, j'étais consultante en transformation digitale. Et l'une de mes Cool. missions était autour de la blockchain et montrer l'impact de la blockchain dans des activités de fintech et de finances traditionnelles, pardon. Donc, en fait, on conseillait Fannie Mae, basée à Washington. Et il y avait tout un aspect de comment est-ce que Fannie Mae peut gérer des nouvelles technologies dans l'univers de la fintech et dans l'univers de la blockchain. Comment ça impacte leur business et comment eux peuvent prendre ce tournant. Et le moment où j'ai vraiment pris ce tournant, c'était en 2021, pardon, où j'ai fait mes premiers NFT. En fait, à côté de mon... Ouais, oui, c'est pas un chemin classique. Donc j'ai pas une formation d'ingénieur. Je suis pas le crypto kid qui baigne dans la crypto depuis les premières heures du white paper. Et j'avais d'ailleurs un collègue chez Cherry Ventures, Patrick Meyer, qui se penchait énormément sur les sujets du Web3. Et à l'époque, c'était pas du tout des sujets sur lesquels moi j'étais impliquée. Et en fait, donc je fais de la photo à côté de mon job, de la photo argentique, et j'ai commencé à explorer. Je vends mes œuvres dans le cadre de certaines expositions. Et j'avais commencé à explorer des nouveaux moyens de créer un lien avec l'audience à qui je m'adressais. Et donc, j'ai commencé à minter mes premiers NFT en utilisant différentes plateformes qui étaient assez novatrices à l'époque. C'était un peu le début de la hype NFT. Donc, j'avais minté sur Sloika, sur Foundation, et j'avais passé pas mal de temps sur différentes plateformes telles que Fair XYZ. Enfin, j'ai exploré un peu tous ces outils-là. Et en fait, j'avais été particulièrement impressionnée des différents bénéfices qu'apporte le Web3 dans le monde de l'art particulièrement et en tant qu'artiste, où en fait, ça permet de répondre à beaucoup de problématiques que je trouvais assez pesantes, notamment toute l'opacité autour de la galerie, la manière dont fonctionnent les commissions entre la galerie et l'artiste, l'opacité que la galerie garde par rapport à la vente de vos œuvres, le fait que vous n'ayez pas de lien avec avec votre audience, le fait que quand quelqu'un, un collectionneur ou une collectionneuse vous achète une œuvre, en fait, on peut pas savoir si ensuite ce collectionneur ou cette collectionneuse garde l'œuvre ou Mhm. si elle est revendue après, on n'a pas de traçabilité sur le parcours de l'œuvre. Tandis que grâce à la blockchain, on peut associer un certificat d'authenticité directement avec l'œuvre, c'est traçable et immuable sur la blockchain. Sur toutes les opérations, sur toutes les transactions secondaires, l'artiste peut toucher des royalties et peut suivre en fait le cheminement en tant que propriété de l'œuvre. Donc on peut Mhm. savoir qui est le propriétaire actuel de l'œuvre et on peut retracer tout le parcours de l'œuvre. Et donc j'ai trouvé ça assez incroyable et je me suis dit en fait si
la blockchain et le Web3 apportent de telles solutions sur un problème aussi évident. Doit y avoir d'autres aspects à découvrir. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler la pelote de laine du Web3 et que je suis tombée dedans. Ok, bah c'est un parcours super intéressant parce qu'effectivement, il est complètement à l'opposé des autres et ça apporte tellement une vision qui est différente et c'est super intéressant. Parce qu'en général, les gens, ils arrivent dans le Web3 par les NFT directement, par les cryptos, par la spéculation et toi, tu es arrivé directement par l'investissement via bah, tout simplement ton activité professionnelle, puis après par ta passion avec les NFT et donc du coup le monde de l'art. C'est très très intéressant parce que c'est vraiment pas le parcours de tout le monde et ça va faire vraiment plaisir de voir des parcours qui sont différents et qui arrivent avec autre chose et par une vraie passion parce que tu avais effectivement potentiellement une douleur avec des problèmes en disant bah voilà, on n'a pas forcément la traçabilité. Maintenant, avec le Web3, on l'a, mais c'est super intéressant vraiment Ouais. d'arriver par le Web3 par passion. En C'est fait, une des premières que j'entends comme non, ça. mais en fait, l'énorme avantage là-dedans, c'est que tu as un élément de conviction. C'est-à-dire que quand Ouais. tu vois qu'un outil t'apporte une solution très concrète à des problèmes, en l'occurrence la transparence, la traçabilité, un partage du revenu un peu plus équitable et un peu plus logique entre l'artiste et les différents intermédiaires, la suppression d'intermédiaires, Ouais. le lien avec l'audience. Moi, toutes les personnes qui ont des NFT, j'ai développé un lien très proche avec elles. Comprendre aussi un peu les retours utilisateurs. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu développes une conviction qui est quand même assez fondamentale quand tu deviens ensuite investisseur dans le secteur. Et je pense que dans le Web3 particulièrement, il y a aussi un aspect très un petit peu sociétal et philosophique sur être en adéquation avec les valeurs fondamentales que prône et que développe le Web3 sur une société qui fonctionne différemment, qui est basée sur la décentralisation. Et donc, c'était Ouais. un point de vue intéressant. Après, voilà, ça vient avec un revers de la médaille. J'ai pas la formation typique d'ingénieur. J'ai pas vu l'évolution des cryptos depuis le premier jour de ce courant de pensée. Donc, disons que j'ai attrapé le wagon en cours. L'avantage, c'est que ça reste une industrie émergente. Et même Bah ouais. si elle existe depuis plus de 10 ans, il y a un aspect naissant dans cette industrie. Donc, et après, la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui elles, ont ces angles-là qui apportent la complémentarité. Ouais, totalement. Mais même si tu dis que tu n'étais pas là tout au début, pour moi, tu es là au début quand même. Enfin, tu es vraiment early sur le secteur du Web3. Alors, c'est sûr que tu es moins early que celui qui est arrivé en 2008, mais tu es beaucoup plus early que ceux actuellement. Ça fait déjà un moment que tu es là-dedans. On voit vraiment, on sent que tu t'y connais très fortement. Et pour moi, tu es vraiment déjà early. Et effectivement, je pense que c'est bien d'avoir le prisme des personnes qui ne viennent pas forcément à la base de la tech. Moi, je ne viens pas forcément de la tech. Je comprends bien comment ça se passe. Et du coup, vous étiez plutôt de la partie investissement artistique. Enfin, c'est vraiment très intéressant parce que ça apporte vraiment une vision différente à l'écosystème. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Au niveau au niveau de ton activité principale actuellement, c'est quoi le rôle en fait d'investisseur dans le Web3? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment on analyse? Enfin, j'ai plein de questions autour de ça et j'imagine que Ouais, ouais. les gens qui nous écoutent, on n'a pas la chance d'avoir tout le temps un investisseur sur un podcast. Donc, du coup, je pense qu'il y a tout le monde qui est intéressé de savoir comment ça fonctionne, comment tu travailles, comment tu analyses. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire Bien plus par sûr. rapport à ton activité? Est-ce que ce serait pertinent déjà que je présente rapidement le fonds Ledger Cathé pour que les gens Ça puissent serait aussi cool. situer le. Très bien. Voilà. Ça Du serait coup, cool. comme tu l'as dit au début, donc je suis directrice des investissements chez Cathé Innovation. Et en fait, chez Cathé Innovation, je gère le fonds qui s'appelle le fonds Ledger Cathé, qui est Ok. une collaboration avec une boîte portfolio de Cathé qui s'appelle Ledger et Cathé. Donc, juste pour resituer un petit peu, Cathé est un fonds d'investissement qui a des activités de private equity et de capital risque. Cool. Et il se trouve que donc sur les activités de capital risque, Cathé se spécialise dans la série B. Donc, on a eu 3 fonds. Le dernier fonds qu'on a annoncé l'année dernière est un fonds il y a 1 an et demi maintenant, est un fonds de 1 milliard. Et donc, Wow. on investit avec Cathé Innovation, qui s'appelle Cathé Innovation 3, des tickets entre 15 millions et 35 millions en premier ticket dans des boîtes de la tech, tout secteur confondu et à travers toutes les géographies, puisqu'on est une plateforme globale
avec des bureaux aux États-Unis, à New York et à San Francisco, avec des bureaux en Asie. On est notamment à Singapour, on est en Chine, on est très présent en Inde également. Et en Europe, on est en Espagne, en Allemagne et en France, en termes de bureaux physiques, mais on couvre toutes les géographies. Donc ça, c'est pour Cathay. Et il se trouve qu'avec le premier fonds, un de nos premiers investissements, la première année de l'existence de ce fonds, était dans une boîte qui s'appelle Ledger. Et Ledger fait un hardware wallet, ce qu'on appelle self-custody hardware wallet. Et en fait, c'est un wallet qui, jusqu'à maintenant, ressemble un petit peu à une clé USB. Il y a un nouveau produit qui va être plus écran tactile qui est en train de sortir, mais qui permet de sécuriser vos assets, vos crypto-assets, pardon, vos assets digitaux de crypto-monnaie. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Je sais pas si au montage, on pourra. Parfait. Et aujourd'hui, Ledger sécurise plus de 20% des crypto-monnaies dans le monde. Et en fait, vous avez différentes options. Quand vous achetez des crypto-monnaies, vous avez différentes options pour les sécuriser, ou vous pouvez les acheter via une plateforme centralisée, telle que Binance et Coinbase et d'autres noms assez connus de ce type. Ledger va vous expliquer à juste titre que si vous décidez de passer par ces plateformes-là, vous faites confiance à cette plateforme et cela va un petit peu à l'encontre du principe même de décentralisation qui est intrinsèque à la crypto-monnaie. Tandis que si vous décidez de passer par Ledger, vous allez acheter votre hardware wallet, donc votre petite clé USB, et vous allez acheter vos crypto-monnaies sur cette clé USB et ça va être stocké sur cette clé USB. Je l'appelle la clé USB pour familiariser, hein, mais c'est évidemment Ouais. un petit peu plus complexe que ça. Et donc, cela suppose que vous êtes vous-même responsable, c'est ce qu'on appelle la self-custody, responsable de vos crypto-monnaies. Et donc, vous devez bien garder ce qu'on appelle votre password et votre seed phrase. Donc, si vous perdez l'un ou l'autre, vous pouvez récupérer vos assets digitaux. En revanche, si vous perdez et votre clé USB et votre seed phrase et votre mot de passe, là, dans ces cas-là, vous perdez accès à vos crypto-monnaies. En revanche, utiliser ce type de solution vous permet d'éviter des scandales et des problématiques telles que ce qui est arrivé avec FTX, où tous les utilisateurs ont perdu du jour au lendemain accès à leur crypto-monnaie et donc ont perdu accès à tous leurs économies en crypto-monnaie. Donc, Ledger opère vraiment avec un focus sur la sécurité et responsabilise sur le principe de décentralisation et sur le fonctionnement du coup pour garder vos crypto-monnaies. Super intéressant. Non, C'est vrai que c'était un petit Ledger. peu et ouais. Non, c'est super. Non, puis Ledger, c'est vrai que c'est une société française. On le dit pas assez souvent, mais Exactement. c'est une société française, c'est une licorne. C'est une licorne, Franchement, exactement. bravo à eux. Avec plus de 600 employés, qui est également une plateforme globale et qui est un des leaders sur les propositions de storage de vos crypto-monnaies. Et donc, le partenariat est né entre Ledger et Cathay. Nous sommes cependant un fonds indépendant, c'est-à-dire que nous avons levé de l'argent auprès de limited partners qui sont externes. Donc, ce fonds n'est pas un fonds stratégique ni de Cathay ni de Ledger, mais c'est un fonds indépendant qui opère comme tout fonds de capital risque, où nous-mêmes, nous sommes allés faire un process de levée de fonds auprès d'institutionnels, auprès de family office et auprès de grands groupes. Et notre mission, c'est de déployer cet argent que nous avons levé. Donc, nous avons levé 100 millions et nous investissons en seed et série A principalement. Donc, on investit des tickets entre 500K et 5 millions. Ce sont en général au début les premiers mois et les premières années de l'existence des boîtes crypto qu'on regarde. On investit à travers le monde. On a déjà commencé à développer notre portfolio et nous investissons à la fois en equity, c'est-à-dire qu'on prend des parts de la boîte contre un investissement, et on investit en token également. Donc, on est le premier fonds qui déploie activement en France qui peut investir dans des tokens. Et donc, l'investissement en token est assez spécifique à l'industrie du Web3. Et donc, nous sommes régulés par l'AMF, évidemment, pour cette activité-là. Et donc,
pour répondre à ta question de manière, malheureusement, on dit que les gens très intelligents ont un esprit très succinct et arrivent à répondre en quelques mots à des phrases, ce qui n'est pas mon cas. Donc je ne sais pas ce que ça dit de moi, mais non, mais pour répondre à ta question initiale, le job d'investisseur consiste il y a différents aspects du rôle. Le premier, c'est la levée de fonds, donc lever des fonds pour le fonds qu'on est en train de déployer. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle déployer le fonds et deal execution, c'est-à-dire aller sourcer des boîtes que l'on considère prometteuses, aller trouver ces entrepreneurs qui vont se détacher du lot et qui vont créer la prochaine licorne, les convaincre du fait que nous sommes le bon partenaire stratégique Oui. pour eux et de la valeur qu'on va pouvoir ajouter au développement de leur boîte, exécuter cet investissement. Donc ça, il y a un aspect aussi légal dans cet aspect-là. Et ensuite, ce qu'on appelle portfolio management, c'est-à-dire suivre le développement des boîtes de notre portefeuille, les aider à grandir, les aider à sécuriser ensuite les bons investisseurs pour les tours d'après, et les aider à se développer, à trouver des opportunités de business développement, à trouver les bonnes embauches, notamment ce qu'on appelle les senior hires, donc à embaucher les bonnes personnes qui vont être assez clés sur le développement de la boîte, les aider à entrer dans des marchés internationaux sur lesquels ils n'étaient pas actuellement, jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une valeur aussi qu'on peut apporter assez facilement, notamment via l'angle aussi Cathay. Donc voilà, arriver à faire des bonnes introductions et mises en relation. Voilà un petit peu en quoi consiste le job, et aussi faire en sorte que on soit connu dans l'écosystème et que les entrepreneurs puissent comprendre facilement la valeur qu'on peut ajouter. Ça fait énormément de choses. C'est impressionnant la liste de toutes les choses que tu fais. Moi, je me pose une question. Quand on a autant d'activités à faire, autant de sociétés à analyser et du coup une responsabilité derrière, est-ce qu'on n'a pas la pression? Est-ce que tu n'as pas une petite pression en permanence de dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne société? Comment ça se passe au quotidien? Parce que ça ne doit pas être facile. Et puis décevoir parfois les start-upers à qui tu dois dire non alors qu'ils ont un projet incroyable, et ils voudraient absolument travailler avec toi, et limite ils se disent bah, c'est Marguerite ou personne d'autre, et puis à la fin bah, Marguerite elle leur dit non, et du coup ils sont un peu tristes. Enfin, comment ça se passe à gérer Non, au mais quotidien? C'est pas une pression? oui, oui, en fait, c'est un job qui est très humain, donc qui implique aussi beaucoup de pression, de déception. En fait, en tant qu'investisseur, on trouvera toujours une raison de dire non à un investissement. Et donc la question, c'est plus comment est-ce qu'on se construit une conviction, que ce soit sur une équipe fondatrice, et en général, c'est quand même 90% du facteur Ouais. de succès et d'analyse d'une boîte, en tout cas early stage. Et nous, le fonds est positionné early stage. Et comment est-ce qu'on se construit la conviction que malgré tous les risques mis en avant et évidents sur le positionnement d'une boîte et d'une équipe, comment est-ce qu'elle va y arriver, ou qu'en tout cas on a la conviction qu'elle arrivera à trouver son chemin et à naviguer cela. C'est très compliqué de rester on top of your inbox aussi, de faire des retours constructifs à tout le monde, de prendre le temps de regarder chaque business avec toute l'attention nécessaire, et en prenant en compte tous les facteurs qui influent sur le business, sur leur positionnement, sur le marché. Pour ça, heureusement, on a une bonne équipe en place. On reste une petite équipe, mais on a une très bonne équipe en place. Du coup, je travaille avec mon collègue Alban. Et donc, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, on a réussi à trouver un fonctionnement pour ce binôme très, très opérationnel et très optimal. Et après, on a énormément de soutien aussi sur les ressources, à la fois côté Cathay et à la fois côté Ledger. Côté Ledger, sur toute l'analyse de due diligence tech et angle potentiellement stratégique à observer avec Ledger et à mettre en place avec Ledger, par exemple, de potentielles intégrations avec Ledger Live, ou des collaborations d'un point de vue sécurité et technologique.
et côté Cathay sur si on a des nouvelles problématiques qui se posent d'un point de vue légal, d'un point de vue investissement, d'un point de vue exécution du deal, où là, on est vraiment extrêmement bien entouré. Mais voilà, c'est vrai que chaque investisseur a ses forces et ses faiblesses. Et donc, c'est vraiment comprendre comment s'entourer et C'est comment très faire au humain. mieux, répondre à tout le monde et pour faire un feedback construit et pour être consistant aussi dans les retours qu'on fait. Et faire en sorte aussi que ce soit pas pris personnellement par les entrepreneurs parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a notre thèse d'investissement, il y a le déploiement du fonds, il y a la bande passante aussi. Si on a 3 deals en même temps et qu'on passe en comité d'investissement le même jour pour 3 deals, bah forcément, on va avoir moins de bande passante pour regarder un 4e nouveau deal. Mmh. À chaque fois, il y a des timings assez serrés en cours en général. Ça va dépendre de l'état du marché. En ce moment, on est dans un bull market à nouveau. Donc, en général, les deals se font sur des timings très serrés. Mmh. Donc, nous, il faut qu'on puisse se caler à cela également. On a des processus internes à respecter puisqu'on est un fonds régulé par l'AMF, etc. Donc, parfois, voilà, parfois, on arrive à faire cela très rapidement. On a exécuté un deal récemment où on a tout complété en moins de 2 semaines. Waouh! Ce qui, voilà, nécessite de se mettre complètement heads down sur ce deal. Donc, forcément, il y a eu des dommages collatéraux et voilà, il se peut que parfois, sur ces 2 semaines où c'était notre priorité absolue, on était moins réactifs sur d'autres sujets. Et ça, c'est la gestion du temps et des retours. Moi, c'est quelque chose que je continue d'essayer de vraiment améliorer parce que je suis pas du tout optimale encore là-dessus. Et donc voilà, C'est essayer de difficile, jongler hein? avec tout cela. Et puis on est aussi dans un boulot qui implique beaucoup de voyages, beaucoup de conférences spécialisées, beaucoup de rendez-vous présentiels. Et tous ces rendez-vous présentiels, c'est des moments où on n'est pas sur notre portable et derrière notre ordinateur. Donc voilà, comment réussir à rester aussi réactif et dans nos interactions virtuelles que dans nos interactions en face à face. Comment gérer ça, c'est voilà, c'est des mécanismes en perpétuelle amélioration, disons, et où il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration, disons. Ouais, bah, totalement, totalement. La première question que je me pose, c'est combien en général, parce que on sait que bah, les VC, vous êtes tout le temps sous l'eau, les fonds d'investissement, vous êtes tout le temps sous l'eau parce que vous recevez énormément de dossiers. Est-ce que tu as à peu près un chiffre de combien de dossiers tu dois analyser par semaine, par mois? Je ne sais pas si tu arrives à le quantifier, ça doit être énorme. J'ai pas de chiffres concrets parce que ça varie aussi énormément. Quand je vais aller à une conférence, Ah sur oui. les 2 semaines après, va y avoir un énorme pic sur le nombre de dossiers qu'on va recevoir quand on participe à des jurys, quand on participe à des donc ça fluctue beaucoup. Après, nous, on est une toute petite équipe en termes à plein temps sur ce rôle uniquement. C'est Alban et moi. Après, on est très bien entourés. On travaille avec, on a un venture partner qui s'appelle Benjamin Jacquard, qui a passé 15 ans dans la finance traditionnelle et donc avec qui on regarde beaucoup tous les sujets qui touchent aux assets financiers. On travaille avec Michael Luzado, qui est directeur de la stratégie chez Ledger, et après on travaille avec Pascal Gauthier, qui est le CEO de Ledger, et avec Denis Barrier, qui est CEO de toutes les opérations de capital Mhm. risque chez Cathay, qui est basé à San Francisco. Donc on est une équipe complète et bien construite. Après, ça reste une petite équipe, donc on a énormément de flux entrants de dossiers. Après, sur les chiffres exacts, je pourrais pas te donner. Oui, On les a dans c'est pas très on les a dans important. notre CRM, mais là, je ne pourrais pas te donner les chiffres en tête. Aucun problème. Et du coup, si moi j'ai une startup et du coup je Oui, cherche des fonds, comment je fais? Je dois te contacter directement depuis le site oui. internet? Il y a un dossier à Alors, remplir, un form? Comment ça se le, passe? le meilleur moyen, ça restera toujours une mise en relation par quelqu'un de Ouais. l'industrie qu'on connaît. Que ce soit un autre fonds de capital risque, un autre entrepreneur, un autre euh, Ouais, le quelqu'un avec réseau. qui on a déjà un lien, le réseau, ça reste, disons, ce qu'on va traiter en priorité. Voilà, si on avait un temps infini, on regarderait tous les dossiers de la même manière, mais
comme on n'a pas forcément toujours la bande passante de tout traiter, ça va être un peu les dossiers qu'on priorise. Ensuite, on peut m'écrire directement. Donc, mon mail, c'est marguerite@cathay.fr. Le mail d'Alban, c'est alban@cathay.fr. Donc ça reste aussi le meilleur moyen. Sur LinkedIn, chacun après a ses affinités. Sur LinkedIn, on reçoit beaucoup de messages de qualité assez variée. Ouais, Parfois, il y a avec des des bots, spams, avec, avec des ouais. bots, avec des sujets qui sont parfois absolument rien à voir avec notre thèse d'investissement. Donc, c'est plus dur de faire le tri. Donc, LinkedIn, personnellement, moi, c'est pas du tout l'outil que je priorise. Donc, je dirais email marguerite@cathay.fr ou idéalement une introduction via quelqu'un de notre réseau qui a déjà un contact avec nous. Je comprends. Et tu parlais juste avant de justement de ta thèse d'investissement. Oui, Pour que les gens ne t'envoient pas des dossiers alors qu'ils ont rien à voir, je sais pas, il est oui. bouché et il veut t'envoyer le dossier juste parce qu'il trouve que tu es super intéressante. J'imagine que ça matche pas. Est-ce que tu as une petite thèse d'investissement déjà préfaite? Est-ce que tu investis dans le Web3 mais aussi ailleurs? Est-ce que tu peux nous donner deux, Euh, trois tips? Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Token Talker. C'est vraiment un plaisir. Je vais prendre 45 secondes de votre temps pour vous présenter notre sponsor, la société Aria. Aria Crypto, c'est en fait un centre de commande qui vous permet de prendre des décisions éclairées pour investir dans les cryptos. La société elle a été fondée par Jonathan et Anastasia, qui sont les co-CEO d'Aria. Ils ont eu pour idée tout simplement de faire une agence algorithmique pour mettre des notes sur les cryptos. Grâce à eux, vous allez combler tout simplement vos lacunes en matière d'accessibilité aux informations et d'évaluation des risques dans le secteur des crypto-monnaies. Avec plus de 35 mesures, ils analysent les cryptos dont la capitalisation dépasse les 500 millions de dollars. Grâce à eux, vous allez rester informé en temps réel des développements du marché, des risques que vous allez pouvoir prendre dans le secteur et vous allez pouvoir adapter vos stratégies d'information grâce à leur IA. N'hésitez pas à explorer leur tableau de bord, créer votre premier portfolio avec Aria et bien sûr, restez connecté. Oui, bien sûr. Alors nous, le fonds est spécialisé dans le Web3 spécifiquement. Après, notre thèse, nous, évidemment, c'est que le Web3 n'est pas une industrie en soi et que le Web3 va à terme pénétrer toutes les différentes verticales qui composent notre société et notre économie. Maintenant, à l'heure actuelle, on se focalise sur les boîtes qui ont un élément Web3, c'est-à-dire qui reposent sur la technologie de la blockchain, qui opèrent dans ce secteur. Donc de ce point de vue-là, on est très vaste. On regarde des boîtes dans toutes les géographies du monde. On a des boîtes portfolio aux États-Unis et en Europe. On en a une en Asie également. Et après, on a des boîtes actuelles qui opèrent en Asie. Mais donc là-dessus, on est très ouvert. On investit, donc, comme je l'avais dit, en aussi des séries A, des tickets entre 500K et 5 millions. Donc évidemment, si vous levez 60 millions, c'est pas forcément pertinent. Ouais. Après, si vous êtes une boîte du Web3 qui est au stade de série B, on peut éventuellement considérer investir avec Cathay Innovation 3 et le fonds de 1 milliard. C'est ce qui s'est passé récemment avec Flowdesk, dans lequel nous étions avec Ledger Cathay déjà investisseurs. On a pu suivre le développement de la boîte sur 18 mois. Et au moment de la série B, du coup, on a pu investir à la fois avec Ledger Cathay et avec Cathay Innovation 3. Donc là-dessus, il y avait des synergies assez évidentes au sein même de l'écosystème Cathay. Voilà, il se trouve que récemment, sur je dirais les 12 derniers mois, on a passé beaucoup de temps spécifiquement sur le secteur autour des assets financiers. Et donc, où des technologies de la finance traditionnelle qui sont appliquées au marché de la crypto spécifiquement, ou bien des technologies de la blockchain qu'on va utiliser sur le marché de la finance traditionnelle pour rendre les transactions ou les opérations plus efficaces, plus transparentes, plus traçables, plus accessibles, ou bien de manière générale, différentes solutions et mécanismes pour pour augmenter le yield qu'on peut générer via les crypto-monnaies. Donc ça, c'est un peu 3 secteurs qu'on a beaucoup regardés et sur lesquels on constate que la maturité technologique et institutionnelle est présente et donc permet de créer des boîtes dans le Web3 qui ont un potentiel
d'un point de vue revenu sur le court terme et moyen terme, ce qui n'est pas le cas de toutes les industries dans le Web3, où on voit que sur d'autres secteurs, la maturité sera plutôt à 5-10 ans. Et là, aujourd'hui, on constate que même d'un point de vue régulation, l'environnement régulatoire évolue beaucoup. On a vu qu'en janvier, la SEC, qui est l'Institut régulatoire aux États-Unis, a approuvé les spot Bitcoin ETF pour entrer en activité. Et donc là, par exemple, ça a représenté une très belle opportunité de business pour une de nos boîtes portfolio qui s'appelle Flowdesk. Et donc, on suit aussi beaucoup l'évolution de l'environnement régulatoire. On constate les opportunités que ça permet d'un point de vue business à l'heure actuelle. Et on passe beaucoup de temps sur ces secteurs-là en particulier. Très intéressant. Et en général, donc, tu disais que vous investissiez à partir de 500K jusqu'à 5 millions. Est-ce qu'il y a une limite de pourcentage maximum de la boîte en tant que VC que vous n'acceptez pas de dépasser? En général, c'est quoi? C'est 5%? Vous pouvez monter jusqu'à 25%? Comment ça se passe par rapport à... Est-ce que déjà, il y a une limite? Alors, si ça c'est plus une limite des standards de l'industrie, disons. En général, sur un tour de seed, la boîte va céder autour de 20%. Parfois, ça va monter jusqu'à 25% et parfois, ça va descendre à 10%. Ça dépend beaucoup des conditions du marché. Si on est dans un bear market, forcément, la boîte va avoir plus de mal à lever, donc va être prête à céder plus de parts. Si on est dans un bull market, la boîte va avoir beaucoup plus de choix et donc les fondateurs vont chercher à moins se diluer. En général, ça ne va pas être au-delà de 25%. Et on va être assez précautionné aussi si un investisseur early stage a trop de parts dans la cap table. Par exemple, on a vu certains cas où un investisseur qui n'est pas opérationnel va avoir 40% de la boîte, alors que la boîte est encore au stade de seed. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la boîte, et parce qu'en fait, il faudra prendre en compte le fait que la boîte va continuer de se diluer sur les tours d'après, et il faut garder un mécanisme d'incentivization des fondateurs. C'est-à-dire qu'il faut que les fondateurs soient suffisamment intéressés pour être suffisamment motivés pour vouloir faire la prochaine licorne, j'allais dire française, mais on investit dans toutes les géographies. Donc, il faut que ce soit assez sain là-dessus. Et ce qu'on cherche, nous, c'est autour de 20% en général. Après, tout dépend de si on est les seuls à leader le tour. Est-ce qu'on va co-leader le tour? Est-ce que on va être en follow? Est-ce que tout ça va beaucoup dépendre de la structure du tour d'investissement? Ça a l'air d'être tellement... Enfin, je pense qu'au quotidien, ça doit être tellement formidable. Enfin, on sent quand tu parles que ça donne vraiment envie de suivre presque au quotidien, d'être avec toi dans le bureau, de voir les dossiers, de regarder quel dossier marche, quel dossier marche pas, quelle est la prochaine justement potentielle licorne, quel produit. Enfin, ça donne tellement, ça, en fait, en train de teaser sans faire exprès parce que c'est tout simplement, voilà, c'est ta passion et tu fais ça super bien. Et du coup, rien que de t'écouter, on a envie d'être avec toi et de dire, allez Marguerite, présente-nous des dossiers, on veut voir comment ça se passe. Ça a l'air d'être trop intéressant. Et en général, quand vous investissez sur une deadline. Enfin, vous avez directement une exit stratégie ou vous savez que vous allez sortir au bout de 3 ans, 7 ans ou pas? Non, alors, ouais, on est investisseur long terme, donc on ne va pas chercher à sortir dans 2 ans. On a un horizon en général qui est entre 7 et 10 ans. Donc ça, ce qui est un horizon assez classique pour une capital risque. Et après, tu vois, certains fonds vont chercher potentiellement à investir dans des boîtes où ils savent que ça ne va pas être une boîte à plusieurs milliards, mais où ça peut faire quelques centaines de millions ou quelques dizaines de millions. Voilà, nous, notre prisme, c'est on va vraiment chercher les boîtes qui ont un potentiel de faire une IPO ou d'être rachetées à plusieurs milliards. Et on construit notre portfolio de cette manière-là. Après, on est totalement conscient que voilà, une grande majorité du portfolio n'y arrivera pas forcément, mais on va compter dans ces cas-là sur... déjà, au moment où on investit, on pense que chacune a le potentiel d'atteindre cet objectif. Donc, si on considère que une boîte opère dans un marché qui est trop petit et où on n'imagine pas ce marché grossir dans les années qui viennent, dans ce cas-là, pour le coup, on ne va pas investir. Là où d'autres fonds peuvent se dire,
on sait que le marché est assez petit, mais ça nous va de faire une boîte à plusieurs dizaines de millions et ça fera déjà 1 fois 2 sur notre investissement et ça nous convient. Nous, on va aller chercher des multiples un petit peu plus gros, mais ça veut dire, enfin, d'où le terme de capital risque, ça veut dire que le risque est aussi plus Totalement, important. Euh, totalement. On dit que dans le secteur justement de l'investissement, je ne sais pas si c'est un chiffre qui est réel, mais 95% des sociétés vont fermer, 4% vont faire limite break-even et 1% va vraiment exploser. Est-ce que tu confirmes un petit peu cette théorie? Ça fonctionne un peu comme ça? Je pense que ça dépend aussi comment tu investis. Mais... Totalement. Ouais, Totalement. Et nous, on est assez conscients aussi que voilà, il y aura une grande majorité des boîtes du portfolio qui iront au tapis ou alors voilà, feront pas de multiples exceptionnels. Et en revanche, on espère, en général, on cherche toujours ces 2-3 boîtes qui vont vraiment faire exploser la performance du fonds. ouais, c'est assez impressionnant, hein. Et en termes de... C'est aussi la grande différence entre capital risque et private equity. Ouais, Ou private ah ouais, equity, ça va être des évolutions plus conservatrices, plus certaines, disons, mais des multiples plus faibles également. ok. Très intéressant. Comme ça, en même temps, ça nous permet d'avoir la différence entre les deux. Puis pour beaucoup de gens, c'était peut-être pas assez clair. Donc, merci vraiment d'avoir précisé. Et de manière un peu non confidentielle, est-ce qu'on sait combien d'exit stratégies vous avez déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose de, Ah oui, voilà, est-ce que c'est quelque chose de public? non, alors sur le fonds Ledger Cathay, donc sur le fonds Cathay, on a de multiples exits et IPO qui sont toutes publiques. Sur le fonds Ledger Cathay, nous, on est opérationnel depuis 1 an et quelques. Ah oui, donc Euh, vous êtes donc, encore. on n'a pas du tout encore d'exit. En revanche, on a annoncé une partie des investissements qu'on a fait, pas tous, mais une partie. Notre dernier investissement en date qu'on a communiqué, c'est dans une boîte qui s'appelle Midas, qui est basée entre l'Allemagne et le UK et qui tokenise des bons du trésor sur la Ah, blockchain. cool. Et donc ça, c'était un tour de seed. On a investi dans Flodesk qu'on a annoncé en janvier, le même jour que Kiln d'ailleurs. Donc c'est intéressant parce que c'est deux très belles boîtes françaises de l'univers du Web3 et là-dessus qui montrent un peu le positionnement que Paris a réussi, enfin que la France a réussi à prendre dans l'univers du Web3. Et on a investi également dans une boîte aux États-Unis qui s'appelle Syndicate et dans une autre boîte en France qui s'appelle Starton. Donc ça, c'est pour nos boîtes publiques et on a fait d'autres investissements qu'on n'a pas encore, sur lesquels on n'a pas encore communiqué. Ok, ouais, c'est très intéressant. On voit en tout cas que ça doit bouger tous les jours par rapport à ça. L'écosystème d'ailleurs du Web3 bouge tous les jours. Qu'est-ce que toi, de ton titre personnel, qu'est-ce que tu penses justement de cet écosystème Web3? Est-ce que tu le trouves encore naissant? Est-ce que tu trouves qu'il est en train vraiment de prendre voilà, de l'épaisseur? Est-ce que tu trouves qu'il est friendly? Enfin voilà, quel est ton avis un petit peu sur cette partie un petit peu Web3? Ouais. Non, alors je pense que l'écosystème est toujours naissant dans le sens où ça reste très niche à l'heure Ouais, actuelle. Maintenant, il y a une vraie démocratisation qui a lieu, notamment grâce à des acteurs comme Ledger qui passent beaucoup de temps sur éduquer les utilisateurs et les personnes non familières avec le Web3 également sur qu'est-ce qu'est la self-custody, que sont les crypto-monnaies, que permettent les bénéfices de la blockchain, etc. Donc, il grandit de plus en plus et l'écosystème a un socle assez établi. Donc, on va retrouver pas mal d'événements qui ont lieu dans différentes parties du monde. d'accord. Notamment en France, on a ETHCC. Alors, il se trouve que cette année, normalement, c'est à Paris en juillet. Cette année, à cause des JO, ça va être à Bruxelles. Mais c'est vraiment une très grande conférence avec des milliers de personnes qui attire beaucoup de personnes d'Asie également et l'écosystème américain, ce qui est assez rare en général qu'eux viennent en Europe. Là, il y a 1 mois, j'étais à Denver, dans le Colorado, où il y avait une énorme conférence crypto qui accueillait plus de 10 000 personnes, qui s'appelle ETH Denver, qui Wow. était absolument exceptionnelle en termes de qualité de contenu, de qualité des personnes et des événements qui étaient là. On a Token 2049 également, qui a eu lieu à Dubaï pour la première fois la semaine dernière, qui a lieu à Singapour également en septembre-octobre.
Et ces événements-là consolident beaucoup et nourrissent l'écosystème. On retrouve de plus en plus d'institutionnels qui sont présents à ces événements, des banques, des acteurs en fait traditionnels qui s'intéressent au Web3 et qui essaient de comprendre comment adopter petit à petit des technologies de la blockchain ou comment se familiariser avec ces sujets-là. Et donc là-dessus, on voit une vraie évolution. Le fait que la SEC ait validé les ETF aux États-Unis permet également à de grandes institutions telles que BlackRock, telles que Grayscale, d'adopter des technologies blockchain, de se familiariser avec les crypto-monnaies et donc d'exposer le retail investor aux crypto-monnaies. Donc ça, ce sont des pas assez fondamentaux dans l'évolution de l'écosystème et dans la consolidation de l'écosystème. Et je vois une vraie différence par rapport à l'écosystème Web 2, qui est le côté que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais philosophie communautaire, où en fait on va vraiment, ce sont des personnes qui cherchent fondamentalement à changer le monde et à changer la manière dont notre économie et notre société fonctionnent. Et tous ces principes de décentralisation vont bien au-delà du business. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel on voit beaucoup parfois, en tant qu'investisseur, on peut voir beaucoup de business qui ont une très forte force de frappe sur l'influence qu'ils ont auprès d'une grande communauté et qui n'ont pas toujours le business model associé, parce que la priorité est d'abord l'état d'esprit et ce que permettent ces technologies en termes de nouveaux modèles de société. Mais on voit que ça évolue dans le bon sens. Et voilà, et on voit maintenant de grands acteurs institutionnels qui sont beaucoup plus vocaux sur les bénéfices de la blockchain et qui du coup permettent d'évangéliser aussi des personnes qui ne sont pas du Web3 dans le Web3. Ok, très intéressant. On voit vraiment... Ouais. Oui, pardon, non, juste pour terminer là-dessus, on voit aussi beaucoup de stratégiques, donc d'acteurs leaders du Web3, eux-mêmes investir dans des solutions naissantes pour nourrir l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins dans l'écosystème Web 2. Ok, très, très intéressant. Tu parlais juste avant d'événements. Tu es invité à beaucoup d'événements. Tu parlais de Denver juste avant où tu es allé. Tu te déplaces à beaucoup d'événements tous les ans ou c'est quelque chose sur lequel tu es encore pas vraiment beaucoup présente? Ça prend du temps, hein. Non, ça prend du temps. Donc, on essaye d'être assez sélectif sur le type d'événement auquel on va. En revanche, c'est toujours très efficace. Donc, ceux auxquels on va, bon, déjà, on les prépare vraiment bien. On est assez au clair sur le type d'acteurs qu'on cherche à rencontrer là-bas. On repère aussi les startups ou les secteurs qui nous intéressent pour pouvoir avoir accès à ces personnes-là et aux entrepreneurs de ces secteurs en question. Et honnêtement, il y a beaucoup d'événements très, très qualitatifs. Donc, on fait en sorte, ou Alban ou moi, d'y être présent. Ouais, ça, effectivement, ça doit prendre pas mal de temps. Et puis, comme tu disais, il y a la préparation en amont. Puis après, une fois que tu as participé à un événement, bah, tu vas recevoir plein de dossiers. Donc, en plus, il faut les traiter. Exactement, il faut faire Donc, le effectivement, tri après. Exactement. Ça doit être la course et il faut savoir se reposer, justement. Souvent, dans l'écosystème Web3, on a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent comme des fous. On a aussi des gens comme toi qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui aident énormément l'écosystème. Et il y a beaucoup de gens qui se posent les questions de comment je fais pour allier un petit peu, comment je fais pour trouver l'équilibre entre faut que je cut un petit peu, il faut aussi que je travaille. Enfin, voilà, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui démarrent, ceux que tu vois justement courir comme des fous pour développer leur société, chercher des fonds, et comment tu pourrais leur expliquer de trouver le bon équilibre pour qu'ils aient toujours ce bon état d'esprit, d'être en pleine forme face à un investisseur, d'être en pleine forme pour développer leur société? Quel est ton avis par rapport à ça? Par rapport à comment est-ce qu'on aide les entrepreneurs de nos boîtes portfolio à Ouais, se... ou comment trouver l'équilibre, comment motiver les entrepreneurs à trouver l'équilibre vraiment entre la vie perso, la vie pro, pour toujours... parce que les événements, c'est le travail, mais pour beaucoup de gens, ça peut être aussi un petit peu relaxant, ça peut être un peu la détente. Et comment justement on pourrait expliquer aux entrepreneurs qui nous suivent et qui ont parfois du mal à cut entre la vie perso et la vie pro, à trouver le bon équilibre?
Ça va vraiment dépendre, des entrepreneurs en question. On voit des personnalités très, très différentes. Oui. Ça dépend aussi des cultures en général. Nous, tout ce qu'on rappelle en général, c'est que c'est vraiment un marathon. Ça se joue sur Ah, le long terme et donc faire attention de pas se cramer, heu et être conscient des choses. Par exemple, si un de nos entrepreneurs part en levée de fonds, on est très conscient, on lui dit: «En fait, fais attention parce que c'est un job à plein temps». Beaucoup croient que mmh. la levée de fonds, ça peut se faire totalement, à côté de leur Automatique. oui, ça va dépendre, énormément des entrepreneurs, de leur personnalité, de leur culture, donc Mmh. ça varie vraiment d'un cas à l'autre. Ce qu'on essaye à chaque fois de rappeler, c'est que c'est un marathon. Ça se joue sur le long terme et donc faire attention de ne pas se cramer, d'éviter les burn-out. On a été bien sensibilisés à ces sujets-là sur les dernières années. On l'a vécu également, et donc vraiment, apprendre à déléguer, embaucher des personnes seniors assez tôt également, ne pas junioriser l'équipe, Mmh. pour pouvoir déléguer le plus possible, et voilà, comprendre que ça se joue sur une dizaine d'années et pas sur les 2 prochaines années, quoi. Et après, il y a un autre aspect aussi, c'est essayer d'être, conscient des choses. Donc par exemple, si un de nos entrepreneurs, une de nos boîtes portfolio part en levée de fonds, voilà, qu'ils soient conscients que la levée de fonds en soi est un job à plein temps et que donc ça nécessite des ajustements sur comment faire en sorte que le business continue de se développer en parallèle, transférer, des responsabilités à d'autres, personnes seniors de l'équipe pour que le CEO ou la CEO, lui-même ou elle-même puisse se focaliser sur, l'activité de la levée de fonds, nous aider au maximum aussi, sur ces sujets-là. Donc voilà, ça va encore une fois, c'est un business qui est très humain, donc les interactions vont beaucoup, dépendre, et évoluer d'une boîte et d'une personne à l'autre. Mais ça, c'est un peu les points qu'on met en avant en général. Et souvent, on dit qu'un investisseur investit surtout en phase de Précide Seed investit plus dans le fondateur ou les fondateurs que dans la boîte en elle-même, parce que justement, il doit voir si le fondateur, parce que déjà, le produit n'est pas forcément tout le temps développé, on est sur un MVP ou une première traction, et parfois, bon, il commence à avoir un petit CA, mais on ne sait pas encore ce qui peut arriver par la suite. Et donc, du coup, il y a beaucoup de fois où il y a aussi le fondateur ou les fondateurs à analyser. Est-ce que tu partages aussi cette vision qu'il faut, enfin voilà, faut pouvoir comprendre aussi le fondateur, sa vision et de se dire que on investit plus, enfin autant ou moins dans un fondateur que sa vision, parce que le fondateur il va être aussi en permanence en capacité de rebondir sur un sujet, des problèmes ou ce genre de choses. Ouais, écoute, au early stage, honnêtement, tu investis sur l'équipe, et sur la Ouais. capacité de l'équipe à pouvoir rebondir, pivoter si jamais, il y a un problème qui fait que en fait, la boîte doit s'ajuster aux conditions de marché ou à des réalisations où elle s'est dit: «En fait, le positionnement est plus bon» et cetera. Mais c'est vraiment à 90 un pari sur l'équipe. Hem Et le reste est très important. Je dirais qu'en second lieu, c'est le marché. Est-ce que, il y a un vrai pain point, un vrai problème qui est adressé? Et est-ce que ça apporte une solution qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, à cette heure-là? Mais ouais, c'est beaucoup plus sur l'équipe que sur la boîte en elle-même. Après, en revanche, quand tu es investisseur de série B, là, ça va être plus équilibré. On va investir sur l'équipe évidemment, mais ça va être aussi beaucoup sur OK, qu'est-ce que, le business a prouvé jusqu'à maintenant? Quels sont les chiffres? Quelles sont les perspectives? Mhm. Il y a un management en général qui est déjà assez, établi et assez en place. Donc voilà, disons que c'est la grille de critères évolue un petit peu et se rebalance à chaque, stade d'investissement, voilà, à chaque stade d'investissement, ouais. Ouais, je comprends. Ouais, c'est intéressant. En fait, on voit aussi que ça permet d'avoir un visuel très global sur l'investissement et de comprendre quelle est la vision derrière une personne comme toi qui doit analyser des projets, comment tu les analyses et ce que tu fais avec.
changeons légèrement de sujet. Tu parlais un petit peu avant en intro que tu es venu aussi dans le secteur du Web3 par les NFT, par la photographie. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ton expérience de la photographie professionnelle t'a permis vraiment de développer la partie NFT? Toi-même, donc tu disais que tu mintais des NFT, c'est super intéressant parce que c'est pas souvent. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus ta vision du Web3 et comment justement tu en es arrivé à développer et minter des NFT pour les photographies que tu faisais toi-même? Comment est-ce que moi-même j'en suis arrivée à faire cela? Bah oui, en fait, quelle était ta vision derrière? Est-ce que tu t'es dit, j'y vais pour la curiosité? Est-ce que Ouais. vraiment tu t'es dit, j'y vais pour la technologie? Et comment t'as fait pour dire, voilà, je démarre de zéro, je veux me lancer dans les NFT, par qui je vais voir, comment je fais? Enfin, Ouais, c'est ouais, tout un ouais. process, c'est pas facile. En fait, alors pour répondre très simplement à ta question, j'y suis allée vraiment par curiosité au début. Wow, Et de manière générale, j'ai un peu un motto qui est d'essayer, en fait. bravo, ok. En restant ouvert aux opportunités qui peuvent en découler. Mais donc de manière générale, et puis ça, je pense que pour tout investisseur, la curiosité est quand même un trait de caractère que tu es obligé d'avoir pour continuer à nourrir ton activité. Donc j'y allais un petit peu à l'aveugle. À cette époque-là, en fait, j'avais fait le constat, c'est la première fois que je travaillais avec une galerie d'art. J'avais fait le D'accord. constat que j'ai un peu expliqué un petit peu plus tôt, que voilà, la galerie d'art prenait 50% de mes ventes. Moi, je payais les frais de production. Il y avait beaucoup de collectionneurs qui n'étaient pas rapportés par la galerie, mais par moi-même. Donc j'étais là, mais en fait, il y a un manque d'équilibre en fait dans la dynamique entre la galerie et l'artiste, et ce modèle économique ne fait pas de sens. Donc au début, je me Ok. suis dit, ok, si je veux continuer à développer mon projet artistique. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast de Token Talker. Je vais prendre 1 minute de votre temps pour vous présenter le token URU, qui est un projet révolutionnaire lié à l'écosystème Erudit World. Alors déjà, dans un premier temps, il sponsorise le podcast de Token Talkers. Le token URU est basé tout simplement sur un principe de play to earn, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement gagner encore plus d'URU tout simplement en aidant la communauté NEC. Le token URU offre des applications qui sont concrètes dans tout l'écosystème Erudit World, c'est-à-dire que vous pouvez échanger vos tokens URU contre des services exclusifs, mais aussi contre de la nutrition, et vous pouvez même participer à des jeux qui vont vous permettre de gagner encore plus de tokens. Chaque propriétaire d'Uru peut décider de l'utilisation qu'il souhaite en faire, s'il veut acheter, revendre ou même offrir ce token. Le token Uru, il est sécurisé sur la blockchain. Il est limité en termes de quantité à 2,5 millions de tokens, ce qui fait qu'il y a plus de valeur et bien sûr, ce qui assure sa rareté. En rejoignant l'écosystème Erudit World, vous bénéficiez donc d'un réseau d'experts, de services premium et vous sécurisez votre avenir financier. Si vous voulez plus d'informations sur Erudit World, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous avez le lien en commentaire du podcast et bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter. Et la photographie argentique coûte très cher aujourd'hui. Les prix des films, des pellicules ont énormément augmenté. Les développements coûtent très cher. Scanner les pellicules, si tu veux faire des scans à haute définition. Tous les encadrements, tirages sur du papier de qualité qu'on appelle du fine art print, etc. Tout ça, ça a un coût. Donc je me suis dit, si je veux continuer à développer cette activité, il faut que je trouve un business model un petit peu plus équilibré, en tout cas, que celui qui existait Mhm. avec la galerie. Et voilà, j'avais regardé la boîte en question qui s'appelle Sloika lorsque j'étais encore chez Cherry Ventures. Sloika étant une plateforme de NFT. Donc j'avais suivi un petit peu le lancement d'autres plateformes comme Foundation, etc. Et donc je me suis dit, bon, je vais tout simplement tester ces plateformes. On dit beaucoup qu'un VC doit toujours eat their own dog food. Donc ça veut dire Mhm. qu'en fait, tu dois utiliser les produits dans lesquels tu investis ou que tu regardes pour avoir toi-même un retour d'expérience utilisateur, et pour ne pas seulement avoir ton chapeau d'investisseur, mais pour aussi avoir ton chapeau en tant qu'utilisateur et comprendre Utilisateur. Ouais. les problèmes, comprendre est-ce que ça résout un vrai problème, quelle solution ça apporte, et toi-même avoir une intuition aussi pour le produit. Donc au début, je l'ai fait de cette manière-là, et en fait, je me suis fait un petit peu moi-même dépasser par cela, où j'ai
et j'avais mes collectionneurs existants, donc de mes photos en physique, qui me demandaient eux-mêmes: «Est-ce que si un jour tu fais des NFT, tu pourrais me prévenir? Est-ce que» et donc j'avais fait, Ah! d'abord un premier NFT, mais plus de manière exploratoire et en fait, il y a eu, plusieurs ventes aux enchères sur ce même, NFT. Donc je voyais l'enchère se renchérir, sur les 7 heures qui avaient suivi, le minting, de mon œuvre et donc j'ai recommencé le lendemain avec une autre œuvre, toujours avec une vraie démarche artistique. Je mintais que des one one, donc ça veut dire que tu fais qu'une seule édition. Il n'y en avait pas plusieurs, une seule édition digitale. Certaines étaient uniquement digitales, d'autres venaient avec un print si jamais tu faisais l'acquisition du NFT. Et donc voilà, et c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dedans. C'est assez intéressant. Donc, t'étais pas le style de personne qui faisait des NFT avec une tête de singe ou avec un gorille qui ressemblait à Non, rien. et T'étais vraiment dans l'artistique. oui, oui, et paradoxalement, d'ailleurs, je faisais des NFT de photos argentiques, donc ça pouvait paraître assez contre-intuitif pour certaines Totalement. personnes. J'aimais bien Et, cette euh, dualité. et justement, donc au niveau du style, c'était quoi? C'était plutôt des paysages, des personnes. C'était, Beaucoup de paysages, beaucoup de nature, Wow, et toujours cet aspect analogue qui contraste un peu avec le fait que du coup j'évolue dans la tech et qui me permet aussi de ralentir, de reconnecter avec des valeurs telles que la contemplation, être ancré dans le moment présent et, et en fait apprécier la valeur d'un seul clic versus quand tu es avec ton iPhone et que tu peux prendre 50 photos jusqu'à ce que tu trouves l'angle parfait, la lumière parfaite. Et là, faire confiance aussi à la perte de contrôle aussi avec l'argentique, c'est laisser de la place pour l'accident, en fait. Pour, ok, peut-être que là, en fait, dans l'argentique, il y a beaucoup de marge d'erreur et ça, je trouve ça très intéressant aussi parce que accepter l'imperfection de tes négatifs et d'accidents qui peuvent être révélés, qui peuvent être totalement. assez beaux et majestueux, alors que c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément anticipé ou contrôlé. J'aime beaucoup cette notion d'accident. Très intéressant. Et ça, c'est quelque chose que tu as encore le temps de faire. Tu fais encore un petit peu de photographie et tu les mets encore sur NFT? Beaucoup. Ouais. NFT, beaucoup moins. Ok. Parce qu'à l'heure actuelle, je me refocalise uniquement sur le côté physique et le côté analogue. Je suis Cool. d'ailleurs en train d'essayer de faire aussi de la vidéo analogue. Donc j'explore un peu tous ces moyens-là. Donc pour l'instant, j'ai mis de côté les NFT mais Mais pas les photos. c'est pas du tout impossible que je refasse des NFT, mais je voudrais que ça s'ancre dans une collection très, spécifique et en revanche, les photos, je continue énormément de les développer à côté. Et comment fait-on pour justement voir tes photos, voir ce que tu fais? C'est que pour toi à titre perso ou est-ce que tu les exposes Non, non, quelque part? alors déjà, j'ai un Instagram, très actif et ouvert, avec beaucoup de personnes de l'écosystème également, c'est Magit. J'ai un site internet qui est magit.eu, Ok. je prépare une prochaine exhibition, heu, expo. Exposition? Ouais. Exposition, pardon. Je prépare une prochaine exposition, mais où je suis encore en train de définir le thème, le lieu exact, et cetera. Ok. Et la passion de la photographie, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Web3, mais comment ça vient? C'est un talent, c'est quelque chose d'inné, c'est de l'art, c'est du travail? Est-ce que c'est comme le sportif qui a un petit talent à la base et qui le travaille jusqu'à en être bon? Il y a des gens qui se disent, oh bah moi je sais faire des photos, ils prennent leur iPhone justement, ils font 3 photos, ils ont l'impression qu'ils sont photographes. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur effectivement l'angle, le travail, la recherche derrière? J'imagine que c'est des heures et des heures pour trouver le bon angle. Comment ça se passe? Bah, je pense que chacun a son approche, chacun a sa manière de faire. Je pense que, on a tous un côté créatif. Après on lui apporte de l'importance ou de l'espace, ou pas. Moi, je suis tombée dedans un petit peu par hasard, où j'ai toujours eu un peu, cet attrait pour la photographie, mais je n'avais pas moi-même d'appareil photo et en fait, c'est pendant le covid où j'ai acheté un appareil photo argentique. En fait, j'en avais pas mal, de mon grand-père et cetera, mais qui marchaient jamais. J'avais pas fait refaire les mousses, donc en fait, toutes les pellicules étaient vierges, donc j'avais un petit peu perdu, enfin, j'avais jamais poussé l'exercice et en fait, pendant le covid, j'étais partie sur un coup de tête pour un week-end à la montagne. Finalement, je suis restée là-bas en télétravail pendant 3 mois et il se trouve que j'avais cet appareil photo Génial. argentique avec moi, et donc j'ai commencé à me prêter au jeu et en fait, chacun a ses manières. Moi,
sur ce genre de choses, je suis plus autodidacte, donc Trop j'ai bien. pas fait de formation là-dessus j'ai pas étudié, j'ai pas fait études de l'art ou je connais pas forcément tous les plus grands photographes, leurs techniques, et ça, je cherche volontairement à m'en préserver parce que je pense que ça préserve une certaine naïveté dans mon œil et dans mon approche Ouais, photographique. c'est Et vrai. j'ai toujours un petit peu peur de si on tombe trop dans l'aspect, et j'adore les études, j'adore, apprendre, j'adore, le côté académique. Mais en l'occurrence, sur cet aspect-là, j'ai toujours un petit peu peur sinon de tomber dans le comme tout le monde, en fait, et de pas que ça empêche un petit peu à son propre œil et à son propre regard de se développer et de se forger. Donc personnellement, j'aime bien faire ça comme ça, mais après j'ai des amis photographes qui, eux, pour le coup, ont fait beaucoup de cours, sont extrêmement instruits et cultivés, mais dans le meilleur sens du terme et dans le sens le plus enrichissant sur les techniques des différents photographes. Et moi, je pense que je suis très limitée aussi sur, comme je suis autodidacte, voilà, pour l'instant, et que c'est assez récent, j'en fais que depuis fin 2020. J'ai encore plein de choses à apprendre, notamment sur les techniques de l'argentique. Donc aujourd'hui, moi, je shoote avec deux types d'appareils photo, un appareil photo moyen format et un Leica, qui sont tous les deux Mmh. des rangefinders. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas de miroir, donc ce que tu vois dans la petite cellule n'est pas, ne reflète pas ce qui se passe à travers la lentille, et donc tu imagines en fait le rendu que ça peut créer. Tu vois pas ce qui est flouté ou ce qui n'est pas flouté quand tu fais ton OK. focus, etc. Donc tout est manuel, j'ai pas de light meter, donc je le fais à l'œil, à l'intuition, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de ratés. Mais selon moi, ça apporte une certaine valeur aussi, où quand les étoiles s'alignent et que la photo est exactement ce que j'imaginais ou n'est pas ce que j'imaginais, mais a une vraie poésie et une vraie magie, selon moi, qui n'est pas forcément du tout l'avis de tout le monde, hein. Bah, j'aime bien laisser cette petite touche à l'univers et me dire, ok, bah en fait, celle-ci, les étoiles se sont alignées et j'aime le rendu. Mais en revanche, voilà, faut accepter qu'il y a des ratés, il faut accepter de persévérer, il faut accepter de se tromper, il faut accepter voilà. Plusieurs fois, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ça me coûte trop d'argent, c'est trop de temps, il faut que je mette ça de côté. Et en fait, voilà, moi, ça me nourrit beaucoup et ça m'apporte une balance. Donc, en fait, même si personne ne regardait mes photos et n'aimait mes photos, je continuerai tout de même parce que ça m'apporte un équilibre personnel très important pour moi. Ouais, on en parlait justement avant l'équilibre vie perso, vie pro. Bah, toi, tu as trouvé ton équilibre avec la photographie. C'est quelque chose qui t'apaise, qui te fait du bien. Tu le fais pas pour les gens, mais tu le fais pour toi dans un premier temps. Et on voit que tu le fais bien. Donc, moi, on sent pareil, on sent la passion là derrière et l'envie que tu as de développer. Bah, bravo, bravo. En tout cas, Merci. j'invite tout le monde à aller voir les photos de Marguerite pour pouvoir en savoir plus sur ce qu'elle fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience en tant que membre du conseil d'administration d'Artefact? C'est vrai qu'on t'entend très peu en parler. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous partager voilà, ton expérience par rapport à ça? Oui, bien sûr. C'était un passage, mine de rien, assez bref, qui a eu lieu, qui était sur un petit peu moins d'un an, mais qui était Mhm. absolument fascinant pour moi, parce que en fait, c'est la première fois que j'étais au conseil d'administration d'une boîte cotée en bourse. Et en fait, j'ai été membre indépendant lors de l'OPA. Donc en fait, mon Wow, rôle, ok. qui avait une grande importance légale notamment, parce que tu as un vrai devoir légal dans ce cas-là, était de représenter l'intérêt des petits actionnaires et de s'assurer que les petits actionnaires qui avaient donc des parts de Artefact via le marché public, que leur intérêt serait préservé lors de cette OPA. L'OPA, donc c'est quand une boîte qui est cotée en bourse redevient privée. Euh, et, euh, et donc pour moi, c'était assez fascinant. C'était une expérience très complémentaire avec l'expérience que j'ai en tant qu'investisseur en capital risque, puisque quand tu es au bord d'une boîte en capital risque, c'est une boîte privée. Et donc les boards ont Mhm. des manières de fonctionner très différentes que quand tu es une boîte publique qui doit rendre des comptes, qui est suivie d'un point de vue régulation par les régulateurs, où il y a des processus très stricts à suivre. Euh,
et où les problématiques ne sont pas du tout les mêmes et où j'étais entourée également de personnes très expérimentées. Donc j'ai énormément appris à travers ce processus et Ça a notamment l'air d'être aussi une super expérience. grâce à François de la Villardière, grâce au fondateur de Artefact, grâce à Philippe de Verdal qui est également au board. Donc oui, j'en ai tiré beaucoup d'expérience. Ok, bah bravo à toi. En tout cas, effectivement, on voit que ça fait des choses supplémentaires qui permettent d'avoir un bon track record pour pouvoir comprendre, analyser et encore mieux se développer sur la partie investissement. Et revenons sur la partie investissement. C'est Quels ont été actuellement peut-être les plus gros défis que tu as vus et quelles sont peut-être les plus grosses opportunités actuellement que tu vois dans l'écosystème Web3? On parle vraiment hors investissement, mais ça peut être aussi de l'investissement. Quelles sont les grosses opportunités du moment ou les grosses opportunités à venir dans le secteur du Web3? Toi qui es dedans tous les jours, tu dois voir passer des dossiers qui sont un peu early. Qu'est-ce que tu vois par rapport en opportunités intéressantes actuellement ou qui vont arriver? Écoute, à l'heure actuelle, comme je te disais, je pense qu'on voit beaucoup d'opportunités autour de l'infrastructure de manière générale, puisqu'on est vraiment dans une phase de non plus d'émergence de l'infrastructure, mais de consolidation de l'infrastructure. Donc, par exemple, en ce moment, on voit beaucoup de Bitcoin Layer 2, de différents moyens également de générer du yield, du liquid restaking, du liquid stacking. Donc, tout ce qui est autour de infrastructure et assets financiers, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, la collaboration entre assets financiers et la blockchain, c'est des opportunités qu'on perçoit dans l'immédiat. Ok. Et actuellement, justement, à l'opposé, quels sont les plus gros défis actuellement? Est-ce que c'est le fait que le Web3 a du mal à se développer, que pour beaucoup de gens encore le Web3 est égal au crypto, donc c'est un scam, etc. Est-ce que tu as des défis comme Moi, ça que tu vois au quotidien? le vrai enjeu, il va être sur la démocratisation du Web3. Aujourd'hui, ça reste extrêmement complexe à comprendre. La technologie reste extrêmement. Trop présente. Oui, en fait, le moment où le Web3, où on aura vraiment réussi, c'est le moment où nos grands-parents pourront utiliser le Web3 sans savoir qu'il y a des couches de Web3 derrière, sans savoir que c'est la blockchain qui permet de nourrir ce service et ce produit. Et on l'utilisera de la même manière qu'aujourd'hui, on utilise Internet sans nécessairement comprendre tout ce qui se passe derrière d'un point de vue technologique. C'est clair. On n'y est pas encore, on s'en rapproche, mais du coup, tout l'aspect amélioration et familiarisation de l'expérience utilisateur est vraiment crucial et ça reste, je pense, le challenge principal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense que dans les challenges, tu parlais de la partie confiance. Je pense qu'aussi la confiance va venir avec la sécurité de l'écosystème. Est-ce que tu peux aussi nous en dire deux mots de l'importance de la sécurité et de la confiance dans l'écosystème du Web3? Souvent, on se dit c'est nouveau, ça fait peur. Le Web2, quand c'était nouveau, ça faisait peur. Là, le Web3 fait peur, mais effectivement, tu parlais avant que maintenant, il existe des grosses solutions de sécurité pour éviter de perdre des fonds, pour éviter de faire des erreurs. Et la sécurité est de plus en plus présente aussi dans le Web3. Est-ce que tu peux nous en donner deux Oui, mots oui. par rapport à ça? Là-dessus, c'est vraiment un focus principal de Ledger. Et donc là-dessus, je vous invite vraiment à aller vous balader un petit peu sur Ledger Academy, qui familiarise beaucoup sur tous ces sujets. Si jamais Cool. vous avez des crypto-monnaies, que vous cherchez à acquérir des crypto-monnaies, vraiment, soyez conscient que si vous passez par des plateformes centralisées, bah, vous faites confiance à ces plateformes centralisées, à leur management, à la manière dont ils opèrent. Et alors que si vous passez par une self-custody plateforme comme Ledger, bah, c'est vous qui restez responsable de vos crypto-monnaies et de vos assets digitaux, et ce qui reste quand même la proposition de valeur clé. Et in fine, ça prend pas tant de temps que ça de s'instruire. Il faut juste faire l'effort d'aller regarder un petit peu les articles qui vont vous éduquer sur ces sujets-là. Et écouter des C'est podcasts important. et lire des Merci. des super médias comme The Big Whale, comme Cryptost, qui couvrent des sujets très intéressants là-dessus. C'est clair. Ah, c'est clair, c'est important de s'éduquer, que c'est un marché qui est naissant, on a du mal encore à le comprendre.
quand on est nouveau dedans, il y a plein d'informations, il y a encore beaucoup trop de tech qui est présente. Alors effectivement, des fois, les gens sont trop focus sur la tech et pas forcément sur les use cases. Et du coup, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut paraître un peu fou. Donc effectivement, faut s'éduquer, faut comprendre, faut analyser, faut aller voir, voilà, comme le disait Marguerite, des podcasts, des médias qui parlent de ça et qui vulgarisent l'écosystème. Il y a de plus en plus de femmes, Marguerite, justement, qui arrivent dans cet écosystème. Comment tu vois justement le rôle des femmes dans le Web3? On connaît qu'il y a plein de sociétés qui sont dans l'écosystème. Il y a Women in Web3 qui apporte énormément de valeur pour les femmes. Comment toi, tu vois le rôle des femmes actuellement dans le Web3? Et comment tu vois aussi le rôle des femmes dans l'investissement en capital risque? Parce qu'on ne voit pas forcément encore beaucoup de femmes dans l'investissement. C'est Ouais, lié à quoi et comment ça pourrait non, mais bouger? je pense que heureusement, les mœurs évoluent beaucoup, là-dessus. On n'est pas encore au stade, satisfaisant. Certaines personnes, peuvent considérer que le changement se fait de manière assez, brutale, mais en fait, c'est aussi parce qu'il y avait un tel écart, et une telle inégalité que, en C'est fait, vrai. il faut repousser les murs, pour pouvoir, arriver mais à des changements qui sont in fine quand même encore assez minimes. Dans l'industrie du capital risque de manière générale, cela manque toujours cruellement de femmes. On a vu plus de femmes rejoindre l'industrie, mais aussi beaucoup junioriser. Donc ce Ouais. qui compte aussi, c'est de voir, des fonds gérés par des femmes, donc des femmes partenaires, c'est Founders. des femmes fondatrices évidemment. En fait, ça passe à travers tous les pans de l'écosystème en fait. Et plus ces femmes seront présentes, plus elles attireront d'autres femmes. Mais sinon, ça peut aussi faire peur de rejoindre une industrie où l'industrie crypto est encore quand même très, très dominée par des hommes. Et voilà, ça peut aussi faire un petit peu peur quand on débarque dans l'industrie de se dire, on a moins de soutien féminin en face. Et donc, voilà, on n'est pas toujours sur un pied d'égalité. Donc, ça change et ça va dans le bon sens. Mais le meilleur moyen que ça change, c'est montrer par l'exemple, je Ouais, c'est pense. clair. Ouais, c'est Et clair. aussi ne pas définir les femmes en tant que femmes, en fait. Les faire exister pour. Enfin, moi, je me définis pas comme une femme investisseur. Je me définis comme une investisseur. Investisseur. Et ça, je pense que Enlever c'est le mot. important de ne pas être, pas enlever le mot, mais ne pas être catégorisé, ne pas être vu que pour ça et ne pas être invité à des panels que parce que je suis une femme, mais aussi pour ma qualité en tant que professionnelle, en fait. Totalement. Donc voilà, Totalement. ça, on est Pour conscient ce que que ça prendra du temps et que mais chaque pas est une victoire. Donc, très, très, c'est vraiment vrai et c'est très intéressant encore une fois. Quel conseil tu donnerais aux startups qui sont en train de se développer dans l'écosystème du Web3 et qui souhaitent lever des fonds? Est-ce que tu leur conseilles de contacter tous les VC jusqu'à temps qu'il y en a un qui dise oui? Est-ce que tu conseilles d'être plutôt assez précis et un peu en mode sniper, de dire je vais bien analyser le meilleur fonds ou le meilleur VC qui pourrait m'accompagner? Est-ce que tu pourrais justement, quel conseil tu donnerais pour que les personnes se préparent au mieux et lèvent les fonds de manière, on va dire, le plus facile et le plus rapidement possible? je pense que ce qui est important dans le processus de levée de fonds, c'est d'identifier des fonds, la wish list, la liste du Père Noël. Identifier les fonds qui vous sembleraient le plus pertinents pour votre projet et D'accord. comprendre quelle valeur ils pourraient ajouter. Et donc à partir de ce moment-là, la conversation sera beaucoup plus constructive. Donc ça, je pense que c'est le plus pertinent. Et ensuite, au fur et à mesure, potentiellement élargir cette liste. Si jamais, si jamais pour une raison X ou Y, ça fonctionne pas avec les premiers fonds. Être très au clair sur le message. Combien vous cherchez à lever, pourquoi, comment ces fonds vont être utilisés, combien de temps ces fonds vont vous permettre de durer avec la boîte, quelle va être la prochaine étape ensuite. Ça, c'est assez primordial. Et avoir aussi une idée claire de business model. C'est-à-dire que c'est pas forcément un prérequis de générer du revenu au moment où vous parlez à des fonds en seed stage. En revanche, être très au clair sur comment est-ce que votre business va fonctionner, comment vous allez lever, comment vous allez générer ce revenu
et quelle est également aussi, ça c'est un point très important, quelle est votre vision sur le très long terme. Qu'est-ce que vous voulez construire en fait avec votre business et qu'est-ce que vous voulez révolutionner. Et on n'est pas obligé d'avoir déjà un petit CA quand on fait du seed? Pour toi, il y a des gens qui peuvent te Pas contacter? nécessairement. Non, pas Ok. nécessairement. Ouais, s'ils ont les personnes, ça fait X mois ou X années qui développent une tech et elle génère pas encore des revenus, mais que la tech est enfin prête. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez. Ok, je pensais, j'aurais cru qu'il fallait un minimum de ça. Ça va, C'est très. ça va vraiment dépendre du produit, de la maturité du marché, mais pas nécessairement. En revanche, il faut qu'on ait une idée très claire sur le CA potentiel qui va pouvoir être généré. Ok, ok. Ouais, avec une bonne projection et que les personnes arrivent avec un maximum de documents. Pareil, quels sont les documents importants qu'on doit avoir dans les mains avant de venir Un te deck. voir? Il C'est faut bah, avoir deck. un deck et un business plan. C'est-à-dire que même si vous ne générez pas du revenu, être au clair sur potentiellement quelles sont vos aspirations là-dessus et comment est-ce que ce revenu va être généré, quelles sont vos hypothèses. Même si on est tout à fait conscient que les business plans ne seront pas, que ça se passe jamais comme prévu, mais au moins savoir que c'est une question sur laquelle vous avez réfléchi et sur laquelle vous avez un plan concret. Ok, ok. Merci en tout cas pour ton partage. Et j'ai encore une petite dernière question sur la partie. C'est un sujet qu'on traite pas mal sur Token Talker, c'est le secteur de la tokenisation. Comment Oui. tu le vois arriver? Est-ce que tu as un petit peu d'informations là-dessus? Est-ce que c'est des sujets que vous traitez aussi en interne? Est-ce que vous avez l'œil sur ce qui est en train de se développer? Il y a de plus en plus de sociétés qui sont en train de le faire. Il y a BlackRock, il n'y a pas longtemps, qui a mis une centaine de millions chez Securitize. Qu'est-ce que tu penses justement du secteur de la tokenisation qui est en train de se développer? C'est une tendance absolument évidente. En fait, nous, on pense, la vision du fonds Ledger KT, c'est the tokenization of everything. Donc, on Ah, considère en fait que chaque aspect de notre société ou de notre économie actuelle va être amené à vivre sur la blockchain et à être tokenisé. Et donc ensuite, on considère qu'il y a différentes phases dans ce processus de tokenisation, dont la phase qui est en train de se passer actuellement, qui a lieu au niveau financier. Et ça, je le relie à ce que je disais un petit peu plus tôt aussi, c'est sur l'avancement qui est en train de se jouer d'un point de vue institutionnel et qui aide énormément à la démocratisation du retail investor sur les sujets de crypto-monnaie et de blockchain. Donc on est extrêmement bullish là-dessus et c'est évidemment une tendance qu'on suit de près. Et tu vois, le dernier investissement dont je parlais qui s'appelle Midas, in fine, Midas fait de la tokenisation de bons du trésor. ouais, Euh, ce que tu disais, ouais. donc voilà, donc ça c'est un pan très important de notre thèse d'investissement. Ok, bah merci pour ton partage. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. On arrive gentiment à la fin du podcast, Marguerite. Ouais, ouais. Euh, à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité tu peux revenir sur un sujet sur lequel tu voulais rapporter des précisions, sur un sujet peut-être que tu vas aborder qu'on n'a encore pas abordé. Ça peut être sur un mantra, ça peut être, voilà, tu as carte blanche, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 30 secondes. C'est toi qui décides, on t'écoute, ta carte blanche. Eh ben, vous pouvez nous envoyer votre deck à marguerite@kati.fr. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Que ça. En tout cas, vraiment, vraiment, merci Marguerite de t'avoir reçu. C'était vraiment un Merci plaisir. beaucoup, Jean. Super Je conversation. pense qu'on a reçu full valeur et j'en suis persuadé. En tout cas, il y a beaucoup de gens Et qui nous ont désolée pour tous écoutés les jusqu'au bout. anglicismes de ce podcast. Mais ça Malheureusement, fait c'est un partie petit de peu l'écosystème. intrinsèque. Exactement, c'est un petit peu intrinsèque à l'industrie, malheureusement. Mais je suis consciente que ce n'est pas idéal. Ouais, mais en tout cas, tout le monde a compris. Encore une fois, bah, bravo pour tout ce que tu fais, bravo pour ce que tu fais dans l'écosystème, bravo pour tout ce que tu développes. Et bah, voilà, il faut plus de gens comme toi qui ont la possibilité bah, déjà de pouvoir éduquer, de pouvoir participer sur des podcasts, qui ont la faculté comme toi d'expliquer, même s'il y a un petit peu d'anglais, au moins ils expliquent et on comprend. Et franchement, tout le monde t'a bien compris, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, bravo pour ce que tu fais. C'était Merci, Jean. vraiment, vraiment incroyable. Et bah, à Merci. très vite sur la Et chaîne. bravo pour votre podcast. Merci Marguerite. À Au très revoir. vite sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers.